Bien qu'en terre du milieu, le danger soit omniprésent, les enfants d'Ilúvatar savent se défendre à l'aide de leurs connaissances, mais surtout de leur création. Certains d'entre eux entrent dans la légende et dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire de ces créations. Épée brandie par la lignée des rois de Numénor, Narsil, nommé comme tel lors du premier âge, créé par Telsha, le plus grand forgeron nain de tous les temps, dans la célèbre cité des Montagnes Bleues, Nogrod. L'épée n'a pas toujours été dans les mains des hommes. Elle bondit des mains de nains à celles des elfes, et plus particulièrement le seigneur elfe, Curfil. Jusqu'à sa mort en 506, au cours du premier âge, lors de l'assaut des fils de Fëanor sur Doriath. Sa successeuse est l'héritière de Doriath, Elwing. Narsil resta dans sa famille, pour arriver dans les mains de son fils, Elros, frère jumeau d'Elrond, qui choisira de devenir un homme, après en avoir eu le choix, peu après la guerre de la Grande Colère. Il devient ainsi le premier roi de Numénor, alors que Elrond, lui, choisira d'être un elfe. À partir de cet instant, l'épée resta dans la lignée des rois de Numénor, jusqu'à Elendil, où l'épée fut brisée par le seigneur des ténèbres, Sauron, pendant la bataille de la dernière alliance. Mais dans le désespoir avec de la bravoure, Isildur, son fils, réussit à trancher le doigt de Sauron, avec un fragment de Narsil, et l'anneau unique partit avec par la même occasion. L'épée d'Elendil fut forgée à 9 par les forgerons elfiques, qui traçaient sur la lame le dessin de cette étoile, placée entre le croissant de la lune et le soleil irradié, et autour étaient gravées de nombreuses runes, car Aragorn, fils d'Arathorn, partait en guerre sur les marchés de Mordor. Elle était très brillante, cette épée, quand elle fut de nouveau complète. La lumière du soleil y scintillait avec un éclat rouge, et celle de la lune y luisait avec un reflet froid, et le fil en était dur et tranchant. Et Aragorn lui donna un nouveau nom, l'appelant Andúril, flamme de l'Ouest. Narsil rentre dans la légende et continue, malgré la disparition de la lignée d'Arnor, d'être passé de main en main, comme héritage dans la lignée des Dunedain du Nord. Pour atterrir dans celle d'Aragorn, descendant d'Isildur, après être reforgé à Imladris, et être nommé Andúril, la flamme de l'Ouest. Dans les livres, les fragments de Narsil furent portés par Aragorn et reforgés avant le départ de la communauté de l'Anneau. Alors que dans les films de Peter Jackson, les fragments reposent à Foncombe. L'épée fut reforgée et apportée par Elrond, juste avant la bataille des Champs du Pelennor. L'épée regagna sa lueur blanche avant d'être brisée et accéda à un second souffle et une nouvelle vie. Scintillant comme de la glace et brillante avec ses cristaux, Ringil est la célèbre épée elfique du roi des Noldor, Fingolfin. Son arme, tout comme son porteur, est connu pour avoir affronté Melkor durant la bataille de la Flamme Subite, et l'avoir blessé à 7 reprises durant le combat, où Melkor pousse des cris à chaque coup subi, qui fera trembler de terreur quiconque à proximité. La fatigue atteignit son porteur, et donna l'opportunité à Melkor d'abattre son marteau Grond sur le bouclier azur de Fingolfin. Et cela se produira à 3 reprises, mais le roi se releva à chaque coup porté. Comme l'avait prédit Mondos, les pouvoirs d'un elfe ne peuvent venir à bout d'un Valar. Mais Fingolfin brillait dessous comme une étoile, car sa cotte de maille était recouverte d'argent, et son écu bleu était serti de cristaux. Et il tira son épée Ringil, qui brillait comme de la glace. Dans un combat sans espoir, Fingolfin tomba dans une fosse, provoquée par Grond, et se prend un coup de pied de Melkor qui lui brise le cou. Mais le roi des Noldor, dans un élan de dernière volonté, réussit à trancher le pied de Melkor avec Ringil, qui l'obligea à boiter pour le restant de ses jours.
Le sort de Ringil est inconnu. Certains disent qu'elle a probablement connu le même sort qu'Orcrist et Glamdring, ou bien tout simplement volé, alors qu'une autre hypothèse amène à dire que l'épée a été brisée, lors du coup de pied de Melkor. Après la grave blessure que le Seigneur des Ténèbres a subie, ni lui ni ses légions ne pourraient manier par peur la célèbre épée Ringil. Le récit de l'affrontement est rapporté par le roi des aigles de Manwë, Thorondor. L'aigle rapporte la dépouille à Turgon, seigneur de Gondolin, pour lui construire un tombeau. S'il y a bien un poignard à parler en terre du milieu, c'est bien Angrist, le poignard créé par Telchar, le plus grand forgeron nain de tous les temps, à Nogrod, pour le Noldor Curufin. Alors que Curufin et son frère, Celeborn, étaient chassés de Nargothrond par Orodreth, voulant rejoindre leur frère Madros à l'est, ils croiseront et attaqueront Beren et Luthien. Mais durant le combat, lorsque Celeborn arriva pour tuer Beren, Yuan, le chien de chasse du Valar Oromé, qui ne connaît ni fatigue ni âge, qui a été donné à Celeborn, se retourne contre son maître et permettra à Beren et Luthien de gagner le combat, et que Beren s'empare d'Angrist en dépouillant Curufin. Alors Luthien se releva pour empêcher que Curufin soit tué, mais Beren le dépouilla de ses armes et de son équipement, et il prit son couteau, Angrist. Celui-ci pendait nu à côté. Forgé par Telchar de Nogrod, il entaillait le fer comme si c'était du bois vert. Beren et Luthien arrivent en bande déguisés. Beren un Drogluin, le loup-garou de Morgoth, tué des années auparavant par Yuan, et Luthien en chauve-souris. À la porte se tenait le descendant de Drogluin, Karcharot, autrement dit la gueule rouge, appelé également Anfoglir, mâchoire de la soif, deuxième loup-garou de Morgoth, élevé par ce dernier. Le loup-garou, surpris de revoir Drogluin, ayant connaissance de sa mort des années auparavant, empêche le passage à Luthien et Beren déguisés. Luthien, après avoir endormi le loup-garou par un charme, arrivèrent devant le trône imposant. Le Seigneur des Ténèbres s'apercevra de sa présence, et en admirant sa beauté sublime, ce dernier accepta ses services, et Luthien profita de l'endormir à l'aide d'un chant. La couronne de fer s'éloigna du Seigneur des Ténèbres. Beren, toujours déguisé en loup, passa derrière le trône, pendant que Melkor et Karcharot étaient endormis. Il réussit à extraire un Silmaril de la couronne de Melkor, en utilisant Angrist. Quand il essaya d'extraire un deuxième joyau, la lame se brisa, et son éclat achevera même la joue de Melkor, qui se réveilla par la suite. Une légende veut que la lame se soit brisée, car l'heure n'était pas encore venue pour les autres joyaux. Angrist fut abandonné et Beren la laissa derrière lui lors de sa fuite d'Angband. Deux épées, une reposant dans une tombe, et l'autre continuant sa route jusqu'à la fin du troisième âge, je veux bien entendu parler des épées sœurs, Glamdring et Orcrist. Glamdring, aussi appelé le marteau à ennemis, était tout d'abord l'épée de Turgon, au roi des Noldor, créée par les elfes à Gondolin, lors du premier âge. L'épée émanait une lueur bleue à l'approche d'Orc, comme Orcrist ou Dar, qui participa probablement à plusieurs batailles, dans la bataille des larmes innombrables, qui était la 5e bataille majeure durant la guerre des joyaux. Cette épée se bâtit une réputation de taille, décrit comme ayant tué des centaines de gobelins en son temps, lorsque les beaux elfes de Gondolin les chassaient dans les collines ou se battaient devant leurs murs. Et durant la chute de Gondolin, qui était une bataille après que l'emplacement de Gondolin fut révélé par Maglin à Melkor, l'opposant au roi Turgon, qui causa le décès de ce dernier, ainsi que la ruine du dernier des plus grands royaumes elfiques de ces temps-ci.
Il tira de nouveau son épée, et de nouveau elle lança d'elle-même un éclair dans l'obscurité. Quand des gobelins se trouvaient dans les parages, elle flambait avec une rage qui la faisait étinceler. À présent, elle brillait d'une flamme bleue de joie d'avoir tué le grand seigneur de la cave. Elle n'eut aucune difficulté à trancher les chaînes et à libérer les prisonniers aussi rapidement qu'il était faisable. Cette épée se nommait, vous vous en souvenez, Glamdring, le marteau à ennemi. Les gobelins l'appelaient seulement batteuse, et il la haïssait encore plus que mordeuse, si la chose était possible. Tout comme sa sœur, Orcrist, a été forgé à Gondolin lors du premier âge. Appelée aussi le fendoir à gobelins, ou mordeuse par les gobelins après leur immense père dans leur rang, lors de la chute de Gondolin, l'épée était probablement utilisée par Turgon, ou l'un des seigneurs de Gondolidrim, dans les guerres gobelins, comme Ectélion de la Fontaine, qui était un puissant seigneur de Gondolin, l'un des plus grands héros de la cité. Cette épée se bâtit une réputation de taille, décrit comme ayant tué des centaines de gobelins en son temps, lorsque les beaux elfes de Gondolin les chassaient dans les collines ou se battaient devant leurs murs. Les épées seront ensuite perdues durant la chute de Gondolin, pendant plus de 6000 ans, survécurent à la guerre de la Grande Colère, et seront dans une caverne côte à côte, à Erador où des trolls habitent, et emportés par Gandalf le Gris, pour Glamdring, et Thorin écu de chêne, pour Orcrist, en 2941, au cours du Troisième Âge, lors de l'expédition pour la Montagne Solitaire. Ils demanderont conseil à Elrond lors de leur passage à Fontcombe, qui réussira à les identifier, grâce aux runes gravées sur la lame. Glamdring, continuant son histoire pendant près de 80 ans, en tuant le grand gobelin à Gobelinville en juillet de 1941 du Troisième Âge, et participe à travers les événements de la guerre de l'Anneau, comme en combattant le Balrog, le fléau de Durin, en janvier 3019 du Troisième Âge. Cette épée est hors du commun, elle qui détruisit même l'épée du Balrog durant le combat. Elle sera emportée au même titre que Scadufax, le cheval de Gandalf, dans la dernière chevauchée des Gardiens des Anneaux. Orcrist eut une histoire beaucoup plus courte que sa sœur. Elle a été utilisée durant la quête d'Erebor, en tuant des gobelins, mais Thorin se verra confisquer l'épée lorsqu'il a été capturé par les elfes de la Forêt Noire. Elle sera rendue par Thranduil à la fin de la bataille des 5 armées, et sera placée sur la tombe de Thorin écu de chêne, sous la montagne solitaire. Il est dit que les nains ne seraient jamais surpris d'une attaque envers la montagne, car la lame brillait toujours dans l'obscurité si des ennemis s'approchent. Sur sa tombe, le roi elfe déposa Orcrist, l'épée elfique que Thorin s'était vu confisquer lors de son emprisonnement. On dit dans les chants qu'elle brillait toujours dans l'obscurité quand des ennemis approchaient, et que la forteresse des nains ne pouvait être assaillie à l'improviste. Terrassant tout sur son passage, laissant des cratères énormes et frappant comme un coup de foudre sur la terre ferme, le marteau de Melkor, Gronde, était dévastateur. Appelé aussi le marteau des enfers, nous n'avons que peu d'informations sur cette masse d'armes, et en réalité nous n'avons qu'une seule fois dans l'histoire où l'arme dévastatrice fera son apparition. Et c'est lors du combat contre Fingolfin qu'il gagne un succès avec son maître Melkor. De grands engins avancent lentement à travers le champ, et au milieu, il y avait un énorme bélier, de la dimension d'un arbre de la forêt de 100 pieds de long, oscillant au bout de puissantes chaînes. Lors du Troisième Âge, Sauron rendra honneur au marteau de son maître, en nommant Gronde, la tête de loup qui est un bélier de 30 mètres de long, forgé dans les forges du Mordor. Elle ressemble à une tête à l'image d'un loup dévorant. Poussée par des bêtes puissantes et plusieurs trolls,
qui détruiront en 3 coups la robuste porte de Minas Tirith, à l'aide de la sorcellerie du roi sorcier d'Angmar et de Sauron lui-même. Cette porte sera par la suite remplacée, après la chute de Sauron, par Gimli et les nains d'Erebor, qui ont pris refuge dans les cavernes étincelantes, cavernes souterraines du gouffre de Helm, en utilisant de l'acier et du mithril. Rentami des nains, qui comme eux tiennent les Noldor responsables du retour de Morgoth en terre du milieu, Éole, nommé l'elfe sombre, créa les épées en Glakel et en Gurel, des épées forgées dans un métal noir et brillant, inventées par ce dernier qu'il nomma le Galvorn, métal qui provenait à l'origine d'un fragment de météore. Habitant dans la forêt de Nanelmoth, il a dû, à contre-cœur et attristé, de remettre son épée en Glakel, possédant une lame noire sombre, réputée pour être créée aussi fin et souple que du tissu, et aussi dure que l'acier des nains, au roi Thingol, en échange de la permission de vivre à Nanelmoth. Mais Éole, quoique voûté par son travail de forge, n'avait rien d'un nain. C'était un elfe de haute stature, d'une haute lignée des Telleries, au visage noble, quoique sévère, et ses yeux perçaient les ténèbres et les endroits sombres. En voyant le malice d'Éole à l'intérieur de l'épée en Glakel, Méliane, épouse du roi Thingol, prévena ce dernier, et l'épée sera remise en armurerie de Ménégros pendant des siècles, jusqu'à ce que Beleg demanda et obtient l'autorisation de partir à la recherche de son ami Túrin pour lui remettre le pardon du roi. Le roi, qui est aussi le père adoptif de Túrin, permettra à Beleg d'obtenir l'arme de son choix dans son armurerie. Il choisira bien entendu en Glakel, et il part avec en ignorant l'avertissement du sombre pressentiment de la reine Méliane. Beleg fera de nombreux exploits, et fera parler de lui en tuant de nombreux orques sur son chemin. Pendant que Túrin sera en éclaireur, sa bande de hors-la-loi capturera son ami Beleg, et certains d'entre eux le torturera, ne sachant pas qui il était, jusqu'à ce que Túrin revienne et le libère. À cet instant, Beleg lui présenta le pardon du roi, et tenta de le persuader de revenir avec lui à Doriath. Ce dernier refusa systématiquement. Beleg repartira donner la réponse de Túrin au roi Thingol, qui lui permettra de repartir et rejoindre Túrin en hiver 487 du premier âge, dans ses aventures libres, en emportant avec lui le Éaume de Hador et du Lambas en cadeau pour Túrin, cadeau que ce dernier refusa dans un premier temps, et finira par accepter. Beleg retrouvera son ami, et ils lutteront ensemble contre Morgoth. Après être dénoncé et trahi par Mime, Túrin se fera capturer par les orques, pendant que Beleg était blessé, et récupéra de ses blessures, en suivant les orques, il rencontra un esclave évadé, Gwyndor. Il se joint à lui et ensemble sauvent un Túrin évanoui et attaché à un arbre. Peu après allongé dans un buisson, alors que Beleg coupait les liens des poignets et des chevilles de Túrin, il glissa son épée accidentellement, entaillant légèrement Túrin, qui supposa qu'un orc était revenu pour le torturer. Ne voyant pas que c'était en réalité son ami dans l'obscurité, dans une immense rage dévorante, il arracha en Glakel à Beleg et le tua avec. À la lumière des éclairs, il reconnaît son ami Beleg, silencieux et attristé devant le corps de son ami. Cette tragédie se transforme en douleur, qui resta pour toujours en Túrin, et c'est ainsi que commença la célèbre malédiction. Gwyndor et Túrin, accompagnés d'Anglakel, continuent leur chemin vers le sud, où ils seront capturés par des éclaireurs de Nargothrond, et ils seront emmenés de force. À Nargothrond, une personne du nom de Findulas, la fille de Rodreth, reconnaît Gwyndor, et Túrin est donc accepté à Nargothrond, sous de fausses identités. Il est même surnommé Mormungil, le noir épée, ou Túrin, qui signifie le secret, par Findulas dont il se rapproche.
Il devient rapidement influent à la cour et un conseiller du roi, jusqu'à même devenir, malgré lui, progressivement le chef de la cité. L'épée Anglaquelle, abîmée, fut reforgée par les elfes de Nargothrond et renommée en Gurtang par Túrin. Dans l'année 495 du Premier Âge, Glorung attaqua Nargothrond. Gwyndor, blessé à mort, donna ses dernières volontés à Túrin, que Finduilas soit saine et sauve. Túrin revient dans la cité, mais Glorung est déjà rentré en défonçant les portes. La cité fut pillée, et les femmes captives dont Finduilas sont rassemblées pour être emmenées en esclaves. Il tenta de les sauver, fou de rage en tuant plein d'orques avec Gurtang, mais il plongea son regard dans celui du dragon, et ne peut plus réagir, comme changé en pierre, même lorsque Finduilas lui supplia en passant à côté. Au courant de la malédiction sur Túrin, Glorung s'amusa avec Túrin, et lui soufflera que sa famille est transformée en esclave, sa mère Morwen et sa sœur Nienor, en le faisant douter entre sa famille et Finduilas. Il le laissa partir et amassa toute la richesse de la cité perdue. Túrin décida de retourner chez lui, en Dor Yomin, et d'aller chercher sa famille, mais cela s'avéra être une ruse. Túrin s'apercevra que Glorung avait menti. Par la suite, il devine que Morwen et Nienor sont en Doriath, aux côtés de Thingol. En 496 du Premier Âge, il apprendra que Finduilas a été cloué à un arbre et tué par les orques. Brandir, 6e seigneur du peuple de Haleth, s'occupe de Túrin après sa détresse. En décidant de rester en Brétil, il viendra découvrir sa sœur qu'il ne connaît pas et qui est amnésique. Túrin, inconscient de sa vraie identité, vient la surnommer Niniel. Túrin et Niniel viendront tellement à se rapprocher qu'ils se marieront en 497, par Brandir. À cet instant, Túrin promet de ne plus jamais se battre, même si avant celle-ci il avait déjà pris la décision de ne plus se battre avec son épée Anglaquelle. Mais il reprendra le combat malgré lui, face à Glorung. Il devient aussi le véritable seigneur du Brétil. Face à Glorung, qui débarque au Brétil, Túrin arrivera à être face à face, à se situer juste en dessous du ventre du dragon, et viendra placer un coup mortel dans une poche de gras puante, en plantant Gurtang à l'intérieur. Le dragon se tordra de douleur et détruit tout sur son passage. Túrin, pensant en avoir fini, viendra tirer son épée, mais le sang éclabousse et lui brûla la main. Il tombera inconscient à cause du puissant sang nocif du dragon. Dans un dernier souffle, le dragon révéla son complot machiavélique. Niniel retrouva sa mémoire, quand les sorts du dragon furent annulés à sa mort. Niniel, qui était en réalité Nienor, ne pouvant pas assumer qu'elle s'est mariée avec son frère, viendra se suicider en se jetant dans une rivière. Túrin se réveilla le lendemain, voyant Brandir qui lui apprend que Niniel est morte et qu'elle était en vérité sa sœur. Túrin, à son tour, refusa d'admettre la vérité, et dans un acte de folie, il tue Brandir avec son épée Gurtang. Il retourna au royaume caché et eut confirmation qu'il a réellement épousé sa sœur. Voulant maintenant se donner la mort à son tour, demanda à son épée de le tuer. Et avant de le tuer, l'épée qui ne reconnaissait pas Túrin comme son vrai maître fut dotée de paroles et de conscience. Lui répondra à sa demande. Oui, je boirai ton sang avec joie, pour oublier le sang de Beleg, mon maître, et le sang de Brandir, tué injustement. Je te tuerai promptement. Túrin planta la garde dans le sol et se laissa tomber sur la lame. Gurtang se brisera en deux et ses fragments furent déposés à jamais dans la tombe de Túrin. A l'inverse, l'épaisseur, Anguirel, aura une histoire courte avec peu d'informations. Elle sera conservée par Éole pendant de nombreuses années, avant d'être volée par son fils, Maeglin, quand sa mère et lui se sont enfuis à Gondolin. Elle disparut certainement lors de la chute de Gondolin et lors de la mort de Maeglin, en 510 du Premier Âge.
Ce sera tout pour cette vidéo sur les armes légendaires, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois en Terre du Milieu.